Dan Brown. Vous regardez Télé Djibouti, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de la rédaction. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Une réunion préparatoire pour l'accueil du mois béni du Ramadan s'est tenue ce matin au siège du Conseil islamique. Et les Nations Unies vont chercher à mettre en place un cessez-le-feu humanitaire entre la Russie et l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé hier son secrétaire général Antonio Guterres. Nous sommes le mardi 29 mars 2022. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays aujourd'hui à l'issue d'une visite officielle de 72 heures qu'il a effectuée en Éthiopie à l'invitation du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, placé sous le signe du raffermissement des relations d'amitié, de fraternité, de solidarité et de communauté de destin économique caractérisant les deux pays. En marge de la réunion bilatérale d'hier, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a visité le siège de la direction de la sécurité des réseaux d'information, YNSA, de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, en compagnie du Premier ministre Abiy Ahmed. Le directeur général de l'Agence de sécurité des réseaux d'information et d'autres officiels ont accueilli les deux délégations. Le président Guelleh a reçu les explications du directeur général de l'Agence sur le travail effectué sur l'ensemencement des nuages, la recherche et le développement d'avions sans pilote, la cybersécurité et les plateformes de communication qui font l'objet de travaux de recherche et de développement. Le président Ismaël Omar Guelleh a félicité la direction de la sécurité des réseaux d'information pour leur rôle joué dans la cybersécurité et les secteurs associés. La mission de cette agence est de protéger les intérêts nationaux de l'Éthiopie en créant une capacité permettant de sauvegarder les informations, les infrastructures d'information du pays. Comment se préparer à accueillir le mois de Ramadan dans cet esprit et sur instruction du Premier ministre des Affaires musulmanes et des biens waqf, le Haut Conseil islamique et la Direction des Affaires musulmanes et des biens waqf, le Haut Conseil islamique et la Direction donc, des musulmans, en collaboration avec l'association des imams, des mosquées, ont tenu ce matin une réunion préparatoire pour l'accueil du mois béni du Ramadan. La réunion, qui intervient quelques jours avant l'avènement du mois sacré, est organisée en faveur des imams et des muezzins des différentes mosquées de la capitale afin de discuter des meilleures façons d'accueillir le mois béni et les mesures à prendre afin de profiter au maximum de ses vertus et de ses bienfaits. Les participants à la réunion, qui s'est déroulée dans la salle de conférence du Haut Conseil islamique, ont souligné la nécessité d'observer le caractère sacré du mois donc béni du Ramadan ainsi que l'unification de l'appel à la prière dans toutes les mosquées de la capitale, notamment les prières du Maghreb et du Fajr. Rappelant que le mois béni du Ramadan arrive également cette année à un moment où la pandémie du coronavirus continue de se propager dans de nombreux pays du monde, ce qui nécessite le respect des consignes émises par le ministère de la Santé, notamment le maintien de la distanciation sociale et le port du masque. La séance d'ouverture de la réunion, qui va durer donc pendant 2 jours, a vu la participation du secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Akir Rahfatah, et du directeur des Affaires musulmanes, Ismail Hassan Rableh, ainsi que le conseiller technique du ministre des Affaires islamiques, Cheikh Amin, et des dizaines d'imams et des muezzins. Le Ramadan marque le début de la révélation du Saint-Coran et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et se pratique durant le mois saint, c'est-à-dire au 9e mois du calendrier lunaire musulman. Il est à noter que le mois de Ramadan vise spécifiquement à imprégner les croyants de morale et ne vise pas à imposer la faim, la soif et la privation donc sensorielle à ceux qui jeûnent.
Le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Raki Al-Fataha, dans un discours prononcé lors de cette réunion, souhaitait la bienvenue aux ulémas et aux imams, notant que cette réunion intervient en application des directives émises par le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Mohamed Hassan Bareh. Parlant des objectifs de cette réunion, il a indiqué que le Haut Conseil organise cette rencontre en collaboration avec le département des affaires musulmanes et l'association des imams des mosquées dans le cadre des préparatifs en cours pour le mois sacré du Ramadan. Il a saisi cette occasion pour réaffirmer le rôle central, tangible, joué par les ulama pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19 en appelant au respect des instructions du ministère des Affaires musulmanes afin de passer le mois béni du Ramadan dans les meilleures conditions. Le tourisme, moteur économique pour le développement du pays, c'est dans cette optique que le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouassama Dirie, a entamé une tournée dans les régions de l'intérieur pour promouvoir le tourisme à Djibouti. Le ministre du Commerce et Mohamed Ouassama, accompagné de son collègue de la décentralisation, Rassim Haroun, s'est rendu au lac Assal, accompagné des hauts cadres de son département. La délégation a visité la banquise de Sahel, ainsi que d'autres sites touristiques du lac et a pu découvrir donc la potentialité que notre pays possède. Rappelons que la plus grande réserve du sel au monde se trouve au lac Assal. Le ministre du Commerce et le ministre de la décentralisation ont suivi les explications des habitants de cette localité. Chaque année, plusieurs touristes visitent les différents sites de ce lac. Le ministre de la décentralisation, Kassim Haroun, s'est dit satisfait de cette initiative qui est de promouvoir et développer le tourisme à Djibouti. Voici un extrait de son intervention. Le tourisme, c'est un secteur porteur d'emploi. C'est un secteur qu'il faut vraiment très développer. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour un programme qui sera lancé à partir d'aujourd'hui dans toutes les différentes régions, commençant par le lac Assal. Ce programme-là, c'est pour valoriser, pour identifier tous les sites touristiques qui existent d'abord et prendre contact avec les responsables locaux dans le cadre de région, le conseil régional, les différents responsables locaux qui se trouvent dans les différentes régions pour porter avec nous ce programme qui tient beaucoup au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a donné des instructions fermes à mon collègue du tourisme pour développer ce secteur d'une façon exponentielle et d'une façon que ce secteur soit porteur d'emploi. Écoutons cette fois le mot du ministre du Commerce et du Tourisme. Le secteur du tourisme dispose de potentialités énormes pour le développement économique du pays. Notre pays dispose, comme vous le voyez, des sites touristiques naturels, exceptionnels, comme
lac Assal où nous nous trouvons actuellement. Le gouvernement djiboutien, sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, a identifié le tourisme comme secteur prioritaire pour le développement socio-économique. C'est le secteur qui est le plus générateur de croissance, des emplois et de richesses. Mon département est déterminé à développer le tourisme et nous avons mis en place un schéma directeur, mais également nous avons des fiches de projet pour la revalorisation des différents sites de la République de Djibouti, notamment des sites qui sont dans les régions de l'intérieur comme lac Assal où nous sommes. Je pense que pour atteindre les objectifs, il est indispensable d'associer les autorités locales, mais également le secteur privé. C'est la raison pour laquelle moi et mon collègue ministre de la décentralisation, nous visitons les différents sites touristiques, surtout pour constater d'abord les conditions de structures qui existent actuellement, mais aussi pour voir aussi s'il y a d'autres potentiels à développer. Dans les différents sites, nous allons visiter les différents sites de régions de l'intérieur. L'objectif principal surtout, c'est que Djibouti ambitionne de devenir une destination touristique régionale de premier plan. Dans l'actualité également, le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Yonis Ali Guedi, à la tête d'une délégation composée de son conseiller technique, M. Abbas Aden Até, et du directeur de la société d'hydrocarbures, Dabal Addawi Ledji, a participé du 23 au 24 mars dernier aux travaux de la 14e session du Conseil ministériel arabe de l'électricité à Doha, au Qatar. Au cours de cette réunion, les ministres de l'énergie des pays arabes ont abordé plusieurs points à l'ordre du jour, à savoir la création du marché commun arabe de l'électricité, l'interconnexion électrique entre les pays arabes, la mise en place d'un cadre de coopération dans le domaine énergétique, ainsi que les voies et moyens de développer les industries nationales de fabrication des équipements de production, de transmission et de distribution d'électricité. Les échanges entre les ministres arabes de l'énergie ont porté aussi sur le déploiement à grande échelle dans les pays arabes des technologies permettant la transformation des déchets en énergie électrique. En outre, au cours de cette rencontre, il a été question de l'élection du nouveau bureau exécutif du Conseil ministériel arabe de l'électricité. En marge des travaux, le ministre de l'Énergie a rencontré son homologue qatari ainsi que le directeur exécutif du RECRI, Dr Jouad Al-Kharaz, en vue d'approfondir les relations sur la politique énergétique et sur le renforcement des capacités du personnel du ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles. Le ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, a organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier de sensibilisation du COMESA sur la politique du genre. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la situation de la femme en matière de politique du genre sur le plan de mise en œuvre et des planifications du COMESA sur le genre et de son inclusion économique et de sa protection juridique. Le résultat d'échange de cet atelier permettra de préambules pertinents de sensibilisation sur la politique du genre et le plan de mise en œuvre de la planification du COMESA. Le gouvernement, en matière d'intégration de la femme dans le processus du développement du pays, cette dimension du genre qui est transversale implique la participation de l'institution sectorielle pour une cohésion sociale et économique. Écoutez la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille. Du COMESA sur le genre et de son inclusion économique et de sa protection juridique. Le ministère de la Femme et de la Famille, dont sa mission principale est de conduire la politique du gouvernement en matière d'intégration de la femme dans le processus de développement du pays, cette dimension genre, qui est transversale, implique la participation et l'institution sectorielle pour assurer la cohésion sociale, économique, inclusive, pour promouvoir et intégrer la question du genre au développement durable, mais plutôt comme une question de droit et de justice sociale. De ce fait, répondre à cet enjeu gouvernemental
le ministère de la Femme et de la Famille s'est doté d'une politique nationale genre décennale 2011-2021 en vue de consolider ses engagements en faveur de l'équité et de l'égalité du genre et d'accélérer la réalisation des objectifs d'un développement humain durable à Djibouti. L'égalité des droits entre les hommes et les femmes constitue une valeur fondamentale. Des progrès significatifs en faveur des femmes dans plusieurs domaines ont été réalisés, tels que l'accès aux microfinances, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, l'autonomisation des femmes, le recensement des femmes dans le secteur informel, mais aussi en santé maternelle et infantile, sur les disparités entre les garçons et les filles dans l'enseignement primaire et secondaire, les droits fondamentaux sont davantage respectés, les violences basées sur le genre sont désormais punies par la loi, et enfin, les femmes sont davantage représentées dans les instances de décision. Et prenons la parole à son tour, le secrétaire général du ministère du Commerce, Ali Daoud Abdou, a remercié tous les participants qui ont préparé cet atelier. Le présent atelier, mesdames et messieurs, a pour objectif non seulement de présenter la politique genre du COMESA, mais aussi de discuter de documents adoptés par les ministres genre du COMESA, en particulier les questions relatives à la charte sociale du COMESA. Cet atelier s'inscrit dans un contexte particulier afin de porter les questions liées au genre comme prioritaires dans les politiques et stratégies nationales de développement. Je tiens également à rappeler que la République de Djibouti a développé, dans le cadre d'une initiative panafricaine, en étroite collaboration avec le COMESA et ses partenaires, la mise en place d'une plateforme d'accès aux informations commerciales pour les femmes d'affaires sur la création et le développement d'entreprises. La mise en réseau des femmes entrepreneurs afin d'échanger sur leur expérience ou de nouer des relations économiques et commerciales entre elles. Je tiens à nouveau à féliciter le COMESA pour son engagement dans cette initiative, mais aussi pour avoir développé des politiques et programmes en faveur des femmes d'affaires de la région. Je voudrais ici saluer les efforts du gouvernement pour toutes les mesures politiques et institutionnelles prises dans ce domaine. Autre information, le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne situé au camp de Dolalé a abrité dimanche une cérémonie de clôture d'une formation portant sur l'apprentissage de la langue arabe et la récitation du Saint-Coran. Cette formation, la première du genre, vient enrichir le catalogue des formations dispensées au sein du centre d'instruction navale de la garde-côte, dont le développement ne cesse de s'accélérer afin de répondre aux besoins des personnels de l'institution. Le lieutenant Abdulatif Habib Mohamed, directeur de stage, a ouvert la cérémonie avec une courte allocution sur laquelle il est revenu sur l'importance de cette formation qui témoigne de la volonté du commandement de la garde-côte de fournir des formations adaptées et de qualité au profit de l'ensemble des personnels de la garde-côte. La cérémonie donc s'est terminée par la remise des certificats aux stagiaires et une photo de famille immortalisant cette occasion. Le colonel Ouass Omar Borré, commandant de la garde-côte, a pour sa part, dans son intervention, réaffirmé l'engagement complet pour le renforcement du pôle de formation de la garde-côte. Il a aussi souligné que cette formation allait ouvrir des nouvelles opportunités aux stagiaires qui en ont profité. Il a saisi cette occasion pour saluer le travail remarquable du directeur de stage et des instructeurs qui ont mené cette formation avec professionnalisme et sérieux et a félicité les stagiaires qui ont complété leur stage avec rigueur et sérieux.
Dans le cadre de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui touchera l'ensemble du territoire national du 27 au 31 mars prochain, une cérémonie de lancement a été organisée par le centre hospitalier d'Arta. Cette cérémonie a vu la participation du président du conseil régional d'Arta, du préfet de la région, Mohamed Cheikhou Hassan, et du docteur Yaqoub Hussein Ardeye, médecin-chef de la région d'Arta, ainsi que le représentant de l'OMS, docteur Kemitoré Tonga. Ainsi, cette campagne nationale de vaccination contre la polio ciblera tous les enfants de 0 à 5 ans, soit environ 8100 enfants dans toute la région d'Arta, et à travers la mise à disposition par le ministère de la Santé et de ses partenaires des vaccins polio-orales. Pour rappel, la République de Djibouti ne connaît pas à ces jours de cas avérés de poliomyélite, mais des efforts considérables sont déployés chaque année par le département de la Santé et ses partenaires afin de maintenir cet acquis. Cette deuxième phase de la campagne permettra d'assurer une protection supplémentaire à un grand nombre d'enfants, y compris ceux vivant dans des zones reculées, grâce à une mobilisation des différents acteurs. Le ministère de la Santé exhorte les parents à faire vacciner tous les enfants de moins de 5 ans. Mais on a trouvé des cas très dangereux, des sérieux. Les vaccins d'aujourd'hui. Pareillement, à Tadjoura, le centre hospitalier de la ville blanche a abrité la cérémonie de lancement de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui touchera l'ensemble du territoire national. Il y a eu la participation du préfet et du président du conseil régional de Tadjoura, ainsi que le médecin-chef de la région. Cette campagne nationale de vaccination contre la polio ciblera tous les enfants de 0 à 5 ans. Message de condoléances suite au décès du lieutenant-colonel Hassan Ahmed Ibrahim, officier supérieur de la gendarmerie et commandant du groupement judiciaire. Le colonel Hassan Ahmed Ibrahim a rejoint la gendarmerie en 1984. Durant sa riche carrière, le défunt a exercé dans différentes unités de la gendarmerie, mais a toujours su se démarquer dans le milieu de la police judiciaire, devenu son terrain de prédilection. En effet, ses qualités professionnelles et humaines n'étaient plus à démontrer et elles n'ont cessé de croître jusqu'aux limites extrêmes. Débutant en qualité d'enquêteur au sein d'une brigade, le défunt a fait ses preuves de par son professionnalisme, son humanité et sa bienveillance. Eh bien, le feu colonel Hassan Ahmed Ibrahim a également servi dans de nombreuses missions onusiennes au cours desquelles il s'est toujours distingué par sa rigueur et son charisme. Il a toujours fait honneur au drapeau de la République de Djibouti qu'il représentait avec fierté en toutes circonstances. La gendarmerie donc djiboutienne, en ces moments difficiles, le chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hasanadan, en son nom propre et celui de l'ensemble des personnels de la gendarmerie, adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vous le disais, en titre, les Nations Unies vont chercher à mettre en place un cessez-le-feu humanitaire entre la Russie et l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé hier son secrétaire général Antonio Guterres lors d'une déclaration à la presse au siège de l'ONU à New York. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, lancée le 24 février dernier, a provoqué la perte insensée de milliers de vies, le déplacement de 10 millions de personnes, la destruction systématique des maisons, d'écoles et d'hôpitaux et d'autres infrastructures essentielles, et la montée en flèche des prix de la nourriture et de l'énergie dans le monde entier. Selon Antonio Guterres, j'appelle fermement, a-t-il dit, les parties à ce conflit et la communauté internationale dans son ensemble à travailler avec nous pour la paix, en solidarité avec le peuple ukrainien et à travers le monde, a également déclaré hier Antonio Guterres. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à la régie et à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Agréable après-midi à tous.